bonjour à toutes et à tous et merci donc de nous retrouver donc pour ce nouveau numéro des lives IMT pour l'industrie du futur. Alors, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Et ce soir, alors, nous allons donc aborder un sujet majeur qui est donc celui de la féminisation des métiers de l'industrie. Alors, historiquement investis par les hommes, les secteurs industriels voient peu à peu l'émergence et l'intégration des femmes. C'est une évolution qui reflète une volonté croissante et certaine de promouvoir l'égalité des chances et de déconstruire surtout tous les stéréotypes de genre. La féminisation des métiers de l'industrie offre de nombreux avantages, tant pour les femmes que pour l'industrie elle-même, en favorisant la diversité, la mixité dans les équipes, donc l'innovation et le développement économique. Cependant, parce qu'il y a quand même toujours un cependant, ça ne va pas forcément aussi vite que nous le souhaiterions, malgré les progrès réalisés, des obstacles subsistent encore et il est important d'analyser les facteurs qui peuvent freiner cette évolution. Et dans cette perspective, avec l'ensemble de nos participantes et de nos participants, nous allons donc explorer les différentes facettes de la féminisation des métiers de l'industrie en mettant en évidence les enjeux, les défis et les opportunités qu'elle engendre. Alors, avec moi, comme d'habitude, des étudiants et des étudiantes qui vont donc se présenter. Je commence par toi, Gabriel. Bonjour à tous. Je suis étudiant à IMT Nord-Europe en dernière année et donc, je me spécialise dans les sciences du numérique et dans la cybersécurité. Et je vais animer ce live accompagné de Louise, que je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, Louise Levenzuc, je suis alumni d'IMT Atlantique et je travaille dans l'industrie de la défense. Oui, bonjour, je m'appelle Ella Sana et je suis chez IMT Atlantique et en dernière année et en stage de fin d'études chez EDF. Voilà. Merci Ella. Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Thomas, je suis étudiant à Télécom Paris en première année, donc je passe en deuxième année où je serai en filière cybersécurité. Voilà. Merci Thomas. Et Théo, qui nous a rejoint également. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien Théo. Ok, parfait. Moi, je suis étudiant en mine à la DSI. Ah, on t'entend plus très bien là par contre. Il faudrait juste que tu ouvres ton... Voilà, c'est bon. Alors, tu peux réessayer, Théo. Ok, moi, je m'appelle Théo, je suis étudiant au mine d'Albi en deuxième année et je fais un stage actuellement à Pôle emploi dans la data. Voilà. Super. Merci beaucoup, Théo. Et ce soir, nous avons aussi donc la chance d'accueillir plusieurs participantes, dont Grazia Sechere, qui est donc professeure en sciences économiques à notre école de l'Institut Mines Télécom Business School. Nous avons également le plaisir de recevoir Marie-Sophie Pavlap, qui est la fondatrice de l'association Elle Bouge, Anne Leitzgen, également avec nous, qui est donc la PDG de Schmidt Group et Cuisinella, une autre marque du groupe. Avec nous également Valérie Haïm, qui est donc responsable qualité programme force protection chez MBDA. Et nous avons également donc Mylène Dumont du service manager développement capability leader chez Sanofi. Et enfin Valérie Bled, qui est diversity et inclusion project manager et recrutement et attractivité chez Naval Group. Alors, avant de démarrer nos échanges, je voulais juste vous lancer, comme d'habitude, un petit sondage. Voilà, pour simplement ceux qui sont avec nous, eh bien, simplement, voilà à quel titre vous participez donc à ce live. Et ensuite, je vous laisse donc juste voilà, quelques instants pour y répondre. Et comme il est de coutume dans cette émission, nous démarrons toujours avec une petite capsule introductive qui ce soir est animée donc par Ella, Théo et Thomas.
Voilà. Et Théo et Thomas, juste pour donner une petite précision supplémentaire, font partie du programme ambassadrice que nous avons créé à l'IMT en début d'année et qui rassemble des étudiantes et des étudiants qui ont vocation à donc aller dans les établissements scolaires, collège, lycée, pour simplement partager un petit peu le choix de leur parcours et de leur orientation. Voilà, je referme la parenthèse et là, je te laisse la main sur la capsule. Merci. On a le plaisir d'accueillir Thomas et Théo qui viennent nous parler du programme ambassadrice. Certains parmi vous se demandent peut-être qu'est-ce que deux jeunes hommes ont à nous apprendre sur le sujet de la féminisation de l'industrie. Donc, je vous laisse la parole pour nous présenter votre champ d'action et votre engagement dans le cadre du programme ambassadrice. Je pense que je peux commencer du coup. Comme l'a dit Martine, le programme ambassadrice a pour objectif de féminiser, pour faire ça assez synthétique, les écoles d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom. Effectivement, lorsqu'on se rend compte qu'aujourd'hui à Télécom Paris, nous n'avons que 22% de femmes, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros problème. Et je pense qu'on va vous en parler juste après, qu'il y a notamment dans l'informatique plein de biais, notamment dans l'intelligence artificielle, qui sont des biais de genre, et donc qui posent d'énormes soucis lors de la conception, en fait, par exemple, de ces algorithmes. Donc, moi, je pense en tant qu'informaticien, évidemment. Le programme ambassadrice a du coup cet objectif de donner l'idée aux jeunes femmes, aux collégiennes, aux lycéennes, d'intégrer, après leur bac, des classes préparatoires ou des cycles scientifiques qui ont pour objectif de mener vers les écoles d'ingénieurs, comme les écoles de l'IMT. Voilà. Théo, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oh, je crois qu'on t'entend pas. Oui, on a quelques problèmes de micro, visiblement. Peut-être je continue. Concernant par exemple le champ d'action, oui. On a différentes possibilités, à savoir, du coup on se rend, comme je vous l'ai dit, dans les collèges et les lycées, on a la chance d'être accueillis dans certains de ces établissements, on réalise des prospects, on demande au début, là, pour la première année, effectivement, nous sommes plus orientés vers les lycées, les collèges qu'on connaissait, du coup les nôtres, les personnes qui participaient à ce programme, pour directement avoir un point d'accroche et pouvoir plus simplement transmettre notre message. Voici concernant notre champ d'application, on pourrait dire. D'accord, merci pour tes réponses. Est-ce que Théo, j'espère que Théo va réussir à nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous dire plus spécifiquement pourquoi c'est intéressant pour des hommes de s'engager pour plus de mixité dans le monde de l'industrie ? Autant pour vous que pour les femmes. Alors, est-ce que le micro de Théo remarche ou pas, ou est-ce que j'enchaîne ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Ok, bon, parfait. Si je pouvais juste déjà rajouter un tout petit point sur le programme ambassadrice, ce qui est hyper important et qui en fait quand même sa particularité, c'est qu'on essaie vraiment de se former en fait sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a des interventions de coachs, de chercheuses comme Grazia Serré qui est présente aujourd'hui, qui viennent un peu nous introduire aux différents, à tout ce qui est lié vraiment à la féminisation et aux problèmes qui sont liés. Et ça, je pense que c'est une particularité assez importante parce que ça nous permet d'aller voir les collégiennes et les lycéennes en ayant des réels outils pour pouvoir leur parler et non pas justement activer les stéréotypes dont nous-mêmes on peut être porteurs et venir les aider justement aussi dans cette orientation-là. Voilà. Et pour revenir sur ta question, donc le rôle des hommes dans ce combat, je pense que c'est vrai qu'il n'est pas très simple parce que la première image qu'on a, c'est quand même un peu les femmes qui défendent les femmes. Mais pour autant, voilà, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, si on prône de telles valeurs et qu'en même temps, il y a que les femmes qui le prônent, il y a un problème à un moment dans la conception. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'on puisse justement être ensemble pour porter le message
pour être aussi en corrélation avec ce qu'on prône, quoi. D'accord, merci. Et sur un plan un peu plus personnel, qu'est-ce qui vous anime, vous? Qu'est-ce qui vous a encouragé à vous engager? Du coup, je pense que je vais commencer. Moi, plus personnellement, alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, ma mère a fait une grande école d'ingénieur. Enfin, elle a fait à Paris, pardon, oh là là, rien ne va, à Lyon, l'école centrale de Lyon, et ne s'est pas engagée sur ce plan-là. C'est-à-dire elle n'a pas voulu défendre la possibilité pour les femmes de rentrer dans ces genres de cursus. Elle considérait, parce elle a été élevée dans une fratrie, que c'était normal et qu'en fait, pour elle, c'était en tout point classique. Et en fait, l'idée, pour moi, c'était de continuer. Et en fait, elle m'a exprimé un peu ses regrets au fur et à mesure de ne pas s'être engagée sur ce point pour justement féminiser sa profession. Qu'en fait, elle regrettait de ne pas s'être engagée et que pour elle, maintenant, elle juge que c'est trop tard. Et que aujourd'hui, je me suis rendu compte un jour en me baladant dans le hall de Télécom Paris qu'en fait, on avait la possibilité de faire ça aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça que je me suis engagé. Et Théo? Pour ma part, je n'étais pas du tout sensibilisé au sujet. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui me parlait. Et c'est un concept qu'on voit, c'est le privilège du dominant. Enfin, c'est-à-dire que moi, je ne me rendais pas du tout compte. Enfin, bien sûr, j'entendais des chiffres, etc., mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et donc, au final, ça a été plus un attrait de curiosité qui m'a amené à arriver dans le programme. Et au fur et à mesure, cet attrait de curiosité s'est transformé en engagement parce que j'ai compris beaucoup plus de choses, j'ai appris à discerner, à voir ce qui se passait, quels étaient les biais conscients, les biais inconscients, etc. Mais aussi le fait de discuter autour de moi en fait, de ce qu'on fait dans le programme, etc. Et de me rendre compte de tout le bien et le positif que ça peut amener. Parce que personnellement, je trouve que fondamentalement, ça amène quand même à amener à des questions de liberté pour ces jeunes filles qu'elles puissent s'engager là où elles le veulent. Et donc, c'est vrai que ça devient un réel engagement de pouvoir porter ces idées-là. D'accord. Et qu'est-ce que ce programme il vous a appris? Enfin, ça fait quelques mois que vous engagez. Comment cela a-t-il changé votre regard sur la question? Peut-être on commence par Thomas. Qu'est-ce qui m'a appris? Théo a un peu spoilé la question Oui. en début en parlant, parce qu'il vous a tout dit. Il vous a dit qu'en fait, on a eu des formations, notamment, qui en fait nous ont beaucoup aidés et qui nous ont appris beaucoup de choses sur comment gérer une audience, comment s'adresser à un public. Et par exemple, le jour de ma première intervention, lorsque je suis retourné dans mon lycée, j'ai fait un forum et je me suis rendu compte que je n'intéressais absolument pas les filles. Et en fait, et oui, étonnamment, il n'y avait que deux possibilités. Soit je m'adressais mal, soit juste on ne voulait pas me voir. Mais j'espère sincèrement que juste je m'adressais mal. Et je pense que c'est ce que j'en ai appris, que il y a une manière de présenter les choses qui, parfois, peut ne pas donner envie à certaines personnes de s'investir ou de commencer ou d'avoir l'idée d'arriver dans ce genre de cursus. Voilà. Donc moi, c'est la première chose que ça m'a appris. C'est à plus veiller à comment je m'exprime et comment s'adresser à un public où on sait déjà quel est notre objectif à nous. Cette idée. Pour ma part, je pense que c'est vraiment... plus... Ah, tu as parlé là? Oui, c'est pour te demander si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je pense que moi, c'est plus justement le fait d'être beaucoup plus attentif au fait à ce qui se passe dans l'environnement et dans l'interaction garçon-fille, de vraiment repérer toutes les petites phrases, tout ce qui peut venir en fait déstabiliser et remettre en question des compétences et qui parfois peuvent sembler anodines. Et finalement, dès qu'on a pris un peu de recul et un peu conscience de ce que c'était, on se dit c'est vraiment c'est dégradant et ça n'aide pas du tout à aller de l'avant pour les femmes. Donc en fait, c'est le fait de le remarquer beaucoup plus au quotidien et après de le faire remarquer aux autres et de se rendre compte que les gens se disent ah mais c'est vrai qu'il y a un problème quelque part.
Et donc ça, je trouve ça très encourageant et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le programme. Moi, je trouve que cela est très courageux de votre part. Par rapport à votre entourage, quelle a été la réaction face à votre initiative? Pour faire très vite, parce qu'on va déjà déborder du temps, ma mère m'a dit ah d'accord. Et pour tout vous dire, ça l'a pas vraiment, ça l'a pas vraiment choqué ni étonné de sa part. Moi, ça a plus été des questions de pourquoi toi, en fait. Et justement, parce que souvent, en fait, ce combat est associé vraiment aux femmes. Et donc, pourquoi toi, en tant que garçon, en fait, tu es là-dedans, ça sert à quoi? Et donc, finalement, ça rejoint la question de pourquoi, en tant que garçon, sans rentrer dans ce type de programme-là. C'est vraiment cette idée de, en fait, ces valeurs qu'on porte communément. Donc, il n'y a pas, tu es un garçon, tu es une fille, voilà, c'est justement, il y a besoin d'être tous ensemble là-dedans. Donc, je pense que la première réaction, ouais, c'était un peu de l'interrogation. Et c'est toujours le cas, on en parle autour de nous, parce qu'il y a énormément de préjugés, il y a beaucoup de choses pas faciles à amener. Et donc, en discutant posément, on arrive à voir que, au final, on converge et qu'on est quand même tous humains sur la même longueur d'onde. On arrive au bout de nos 10 minutes. Merci d'avoir partagé votre expérience et bravo pour votre engagement, en espérant que cela motive d'autres garçons pour s'inscrire peut-être au sein du programme. Donc, je passe la parole à Gabrielle ou Louise. Merci beaucoup, Ella, et puis merci Théo et Thomas pour votre témoignage et votre engagement. Moi, je vais commencer par poser des questions à Gratia. Gratia, vous êtes professeure en sciences économiques à l'Institut Mines Télécom Business School. Vous avez cet œil plutôt chercheuse. Pour vous, qu'est-ce qu'un stéréotype? D'où est-ce qu'ils viennent et quel est leur impact? C'est un mot qu'on a déjà évoqué, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là, s'il vous plaît? Oui, et donc merci pour m'avoir donné la parole et merci aussi des discussions qui sont un peu, font très bien d'introduction à ce que je voulais, qui répond aussi quelque part à votre question. Effectivement, en économie, globalement, de façon plus générale, on étudie beaucoup les stéréotypes, mais les stéréotypes, ce n'est pas seulement dans le gender, aussi c'est les stéréotypes culturels, sur par exemple les caractéristiques des individus. Alors là, il y a je reprends un peu l'actualité, quand ChatGPT est sorti, il y a des gens qui ont demandé, par exemple, à ChatGPT quel était le stéréotype des Français, des Italiens, des Allemands. ChatGPT a sorti les stéréotypes. Donc, les stéréotypes, et ils sont un peu, en fait, nous sommes complètement entourés, ça fait partie un peu de la culture. Et dans certains cas, c'est des stéréotypes positifs, d'autres peuvent avoir des connotations négatives. Et là, des fois, effectivement, donc dans les questions, par exemple, de gender, d'éducation en particulier, ces stéréotypes peuvent aussi être des barrières à la fois pour l'insertion professionnelle dans certains secteurs pour les femmes. Donc, effectivement, les stéréotypes nous entourent, mais des fois peuvent être un frein à la mobilité, à l'interaction sociale aussi, quelque part, parce qu'on va peut-être pas avoir une interaction sociale avec un groupe d'individus donnés parce qu'on va associer les stéréotypes qu'il y a dedans. Donc, en la littérature économique, ça a beaucoup intéressé au sujet. Donc, il y a un article qui est écrit par des chercheurs éminents dans le Quarterly Journal of Economics qui s'appelle donc Stereotypes, donc qui en fait reprend vraiment tous les types de stéréotypes. Donc, on va dire par exemple que les Écossais, c'est des roux et de suite. Et donc, effectivement, c'est quelque chose dont on m'intéressait beaucoup. Et là, je pense, si on revient au sujet de notre atelier, le problème peut être des stéréotypes de genre, notamment dans l'éducation et notamment dans l'éducation des disciplines techniques, mathématiques qui sont en lien avec les mathématiques. Soulève un gros problème qu'effectivement le manque, donc en fait, les stéréotypes créent une espèce de barrière ou de préconçu qui fait qu'il y a effectivement peu de femmes dans certaines formations et il est important en tant qu'enseignant, un chercheur, en tant que policymaker, comme étudiant là, et j'espère aussi pour l'industrie, de quelque part de nous emparer de ce sujet pour pouvoir effectivement
faire comprendre aux étudiants, aux enfants, aux parents qu'il faut aller au-delà de ces stéréotypes. Et c'est là extrêmement difficile parce que c'est ancré dans la société et cela demande un travail de longue haleine. Donc, ce que vous faites dans le programme ambassadrice, c'est très bien. Mais il faut aussi, j'appelle là effectivement plus d'efforts pour les politiques publiques, des entreprises, de la collectivité, qui effectivement, parce qu'il y a un changement important dans le discours, dans la façon de réfléchir et de penser. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Grazia. Vous dites, voilà, il y a des choses à changer. Il y a des choses, on lit souvent aussi tout ce qui est stéréotypes avec l'éducation. Et donc, pour vous, quel est le rôle de l'éducation dans la féminisation en particulier des métiers? Parce que si on parle, on va essayer de se concentrer sur ça. Oui, effectivement, la féminisation de certains métiers est extrêmement importante et donc je pense qu'il y a plusieurs volets. Pour en arriver à la féminisation de certains métiers, il faut aussi qu'on prépare nos enfants, nos étudiants, nos élèves à s'approcher à ces disciplines et qu'ils soient beaucoup plus prêts aussi à s'intéresser aux disciplines qu'on définit STEM, donc Science, Technology, Mathematics. Donc, je pense que davantage on devrait s'intéresser. Et donc, l'industrie, elle a aussi un rôle important à jouer, parce qu'il doit aussi, quelque part, les entreprises, elles ont un exemple à donner. Alors, c'est facile à dire, c'est après la mise en pratique, elle n'est pas facile, je me rends bien compte. Je sais, parce que même en économie, notamment, moi, j'ai une spécialisation qui est liée à l'économie industrielle, aux travaux empiriques, et qui est aussi marquée par un monde très masculin aussi, quelque part. Et donc, effectivement, je sais que c'est facile à dire, mais la mise en pratique, elle est compliquée. Et là, je pense qu'il y a une nécessité d'une forte interaction entre les différentes parties prenantes, à la fois nous, les enseignants-chercheurs, les industries, les policy makers aussi, l'éducation, elle doit aussi s'approprier de ce sujet et le développer davantage. Et notamment, je pense que l'effort que nous devons faire collectivement, c'est sur l'éducation de nos enfants. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà. Donc, malheureusement ou heureusement, en tout cas, on a une mesure, les résultats de PISA, en particulier en France, sont révélateurs de quelque chose qui est révélateur d'un problème sur ces disciplines-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se l'approprie tous davantage. Voilà. Donc, votre programme était bien, mais il faut bien aller au-delà. Merci beaucoup. Et enfin, et après, je pense aussi qu'il y a peut-être des mesures à mettre en place qui sont beaucoup plus fines. Peut-être que là, aujourd'hui, les politiques publiques sont très générales. Et donc, je me demande dans quelle mesure, par exemple, dans certains secteurs, il est important peut-être de faire plus certains types de politiques publiques et dans d'autres secteurs d'autres. Alors, je ne sais pas trop bien comment, mais est-ce qu'en tous les secteurs, on a besoin exactement du même type de sensibilisation? Donc, est-ce qu'il faudrait davantage affiner? Donc, c'est des questions que je me pose, donc je n'ai pas forcément la réponse, mais peut-être que mes collègues autour de la table auront peut-être plus de réponses que moi. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui où en sommes-nous sur la féminisation dans l'industrie? Les statistiques aussi, là, on a des statistiques un peu agrégées. On voudrait avoir des données un peu plus fines sur effectivement la présence des femmes dans l'industrie et surtout dans certains secteurs en particulier. Je pense qu'il y a beaucoup déjà été fait, notamment au niveau OCDE, au niveau pays, mais je pense qu'on devra davantage avoir des données plus sophistiquées au sein des entreprises pour comprendre aussi les compétences associées aux femmes. Donc ça demande un travail micro qui est extrêmement compliqué aussi peut-être à mener, mais je pense que cela demande un travail. Je pense que le travail, ça serait vraiment intéressant d'essayer de mieux comprendre effectivement aujourd'hui quelles sont les compétences que les femmes ont dans certains métiers. Et parce que cela, ça permettrait peut-être davantage de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver à des politiques publiques ou à des missions d'entreprise qui permettent en fait d'améliorer ou d'augmenter le nombre de femmes qui sont dans les entreprises. Donc, quels sont les leviers sur lesquels il faudrait plutôt interagir? Et après, aussi,
Une autre chose que je pense est importante aussi à dire, dont le sujet n'a pas été évoqué pour l'instant, mais peut-être il va être évoqué. Aujourd'hui, notre société aussi, nos étudiants, les personnes, la société aussi baigne dans le monde numérique où les réseaux sociaux, reflètent une certaine image de la société, et ça doit aussi peut-être... Bon, la France, elle est pionnière dans la régulation. Je pense par exemple aux influenceurs. Donc, cela pose aussi des questions très importantes parce que l'image qu'on véhicule aujourd'hui de la femme dans les réseaux sociaux, dans les contenus, n'est peut-être pas celui-là que nous voudrons aujourd'hui, je pense, autour de la table véhiculer. Donc, c'est aussi un questionnement important. Et bon, je pense que la France, là, elle est vraiment pionnière et ça, c'est très bien, mais il faut faire beaucoup plus et c'est compliqué. C'est un sujet très compliqué pour nous. D'accord. Merci beaucoup, Gratia, pour toutes ces précisions. Avant de passer la main à Gabriel, je vous rappelle que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre autant qu'on peut à la fin. Et Gabriel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Gratia. Je vais me tourner vers Marie-Sophie. Vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Elle Bouge. Est-ce que vous souhaitez juste rapidement présenter cette association? Je ne sais pas si vous m'entendez, Marie-Sophie. Pardonnez-moi, je n'avais pas saisi que c'était déjà mon tour, mais avec grand plaisir. Alors, l'association Elle Bouge est une association que j'ai créée. Moi-même, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé pendant très longtemps dans l'industrie, dans plusieurs industries, mais dans l'industrie automobile, qui est encore, mais à l'époque où j'y ai travaillé, encore plus masculine qu'elle ne l'est maintenant. Elle s'est bien féminisée depuis, mais il y a encore des grosses marges de progression. J'ai travaillé également dans des écoles d'ingénieurs. Et donc, en 2005, j'ai créé l'association Elle Bouge pour répondre à un besoin des industriels d'avoir davantage de femmes dans leurs équipes techniques et scientifiques. En fait, le vrai sujet, ce n'est pas quel est le pourcentage de femmes dans l'industrie, parce qu'en fait, beaucoup de grosses entreprises peuvent afficher des pourcentages très entendables, au-dessus de 30% de femmes, etc. Même si ce n'est pas la parité, c'est déjà pas mal. Mais quand on descend à l'échelle des postes d'ingénieurs, que ce soit en R&D, en production, en méthode, engineering, etc., et ingénieurs, techniciennes, encore pire, les pourcentages descendent de façon importante. Voilà. Donc, moi, j'ai créé l'association pour répondre à ce besoin des industriels d'avoir davantage de femmes dans leurs équipes techniques. J'ai fait un petit retour en arrière sur mon parcours et j'étais moi-même ancrée par ces stéréotypes inconscients, c'est toujours inconscient, alors pas des stéréotypes de genre, mais des stéréotypes sur l'industrie et qui induisaient effectivement que, par exemple, moi, je n'avais pas d'intérêt spécifique pour l'automobile avant d'y travailler. C'est par le biais de mutations internes, de promotion interne, que je me suis retrouvée dans un département automobile et que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et je me suis dit, voilà, les filles, pourquoi elles ne vont pas, les filles, elles choisissent leur filière d'études quand elles sont en général au lycée, quelquefois avant, mais pas souvent. Et en fait, pourquoi elles ne sont pas attirées par l'industrie, donc par définition par les formations d'ingénieurs, parce que on peut avoir des stéréotypes comme quoi, à l'époque, il fallait encore de la force physique, que c'était polluant, sale, que peut-être il n'y avait que des hommes, bref, et en plus l'entourage, aussi bien les parents que les connaissances pouvaient nous dire c'est pas pour toi ça, voilà. Et les femmes sont encore beaucoup plus orientées vers tout ce qui tourne autour du care, donc prendre soin d'eux, que ce soit prendre soin de la planète, prendre soin des personnes à travers tous les médicales, paramédicales et les sciences du vivant, et beaucoup moins attirées par l'ingénierie. Donc fort de tout cela, je me suis dit, voilà, c'est une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte que c'est super.
Et il faudrait qu'on puisse le faire avant, d'être dedans pour pouvoir, voilà. Donc, pour moi, pour faire tomber ces stéréotypes induits, ancrés aussi bien dans la tête des filles que même de la tête des garçons, ou que des parents, ou que de tous les prescripteurs d'orientation, que beaucoup de prescripteurs d'orientation, les choses ont changé depuis 2005, heureusement. Et ben pour faire tomber ces stéréotypes, quoi de mieux que de mettre les filles dans la peau d'une ingénieure le temps d'une journée, par exemple, ou dans la peau d'une technicienne, à travers des témoignages de femmes qu'à Elle Bouge, on appelle des rôles modèles, qui sont des femmes en poste chez nos partenaires enseignement supérieur, partenaires entreprises. Et donc, c'est un petit peu, comme vous disiez au début, c'est beaucoup une histoire de femmes. C'est les femmes qui parlent aux femmes, aux jeunes filles, mais ça permet une projection. C'est-à-dire que les filles, en entendant ces femmes parler et en les voyant sur site, se disent c'est super ce qu'elle fait. Elles ne voient pas un modèle, elles en voient plein. Donc, elles peuvent s'identifier plus dans l'une ou dans l'autre. Et elles s'identifient aussi en chair et en os, parce qu'il y a le sujet que souvent, pour parler des métiers techniques, dans la presse, dans les médias, on va vous foutre un casque de chantier ou ce qu'on appelle un EPI, un équipement de protection industrielle, qui va venir un petit peu casser l'idée qu'on peut être ingénieur et féminine, par exemple. Donc, même si ce n'est pas le vrai sujet, c'est faire un métier qu'on aime, c'est pas, voilà. Quand on a entre 15 et 18 ans, il faut faire attention aussi à montrer que, voilà, quand on marche dans la rue, on ne sait pas qu'une femme ou un homme peut être avocat, il n'a pas sa robe pour plaider. Et de même, voilà, les ingénieurs qui peuvent être amenés à porter des équipements spéciaux n'ont pas ça 24 heures sur 24, ils sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Donc, voilà pourquoi j'ai créé l'association Elle Bouge, qui maintenant, dont fait partie l'IMT, qui a 300 partenaires industriels et enseignement supérieur, 10 000 marraines et relais, donc des femmes et des hommes, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire l'égalité homme-femme et l'égalité professionnelle sans impliquer les hommes. C'est très important et je vous remercie tous les hommes qui êtes présents aujourd'hui de témoigner. C'est très important pour la crédibilité de ce qu'on raconte, que les hommes adhèrent à cela. Et puis, donc 10 000 marraines et relais, 23 délégations régionales, 500 événements en face à face par an, et on touche à peu près 50 000 jeunes filles par an. On a dû à peu près, depuis 17 ans maintenant, contribuer à orienter directement dans les études d'ingénieur et dans l'industrie 60 000 femmes. Donc du concret. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications sur l'association Elle Bouge. Et justement, on l'a vu donc avec cette association, on l'a vu avec le programme Ambassadrice avant. Et par rapport à ce que vous expliquez, ce qui vous a motivé à fonder l'association, il y a quand même un éveil des consciences, de nombreuses actions qui sont mises en place, mais vous l'avez aussi évoqué, il y a quand même toujours un manque de femmes dans le monde de l'industrie. Vous l'avez parlé des métiers de cœur de production. L'INSEE, en 2022, a estimé qu'il y avait environ 15% de femmes dans les métiers de production dans l'industrie. Comment vous expliquez qu'il y a encore une telle différence en 2023 malgré tous ces changements? Est-ce que c'est assez? Alors moi, je vais vous dire quelque chose, une phrase qui m'avait marquée il y a bien longtemps et que je ressors souvent. Il faut bien connaître le passé pour comprendre le présent. Ça, c'est important. Et donc, on va voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Bon, on ne va pas remonter à la préhistoire, ce n'est pas la peine. Mais quoique, si c'était une conférence sur ce sujet, on pourrait. Mais vous savez, par exemple, ce que c'est que la loi Salic en France? Non. Donc, la loi Salic, c'est une loi qui est arrivée au XVe siècle et qui a décrété que les femmes ne pouvaient plus monter sur le trône de France. C'est-à-dire que ce n'étaient plus les premiers-nés qui devenaient roi ou reine, ou s'il n'y avait pas de garçon, c'était carrément, il fallait aller chercher un garçon, même si c'était un neveu, un arrière-petit-neveu, etc. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au XVe siècle, on a reculé sur ce sujet et on a mis dans la tête du peuple français qu'une femme était incapable d'avoir les plus hautes fonctions. Voilà. Tout ça pour dire, bon, ça c'est un des bras de l'histoire, il y en a plein. Mais moi, je vais juste revenir très rapidement sur quelques dates sur l'histoire de l'éducation. 1802, en France, on crée le premier lycée de garçons. Voilà. 1836, on se dit, tiens, les filles, peut-être qu'elles pourraient aller à l'école primaire. Donc, 34 ans,
pour se dire, tiens, les filles vont à l'école primaire, alors qu'il y a déjà le lycée et qu'on passe déjà le bac depuis 1802 pour les garçons. Et puis, en 1874, il y a un député à l'Assemblée nationale, Camille Issé, qui vient en fait défendre un projet de loi pour ouvrir des lycées de jeunes filles, bien évidemment devant une assemblée composée uniquement d'hommes, puisque les femmes n'étaient pas éligibles à l'époque. Et donc, il va utiliser tout un argument que je vais vous donner, un argumentaire qui, s'il était fait maintenant, il y aurait des tollés à l'Assemblée. Il y en a souvent en ce moment, donc ça serait un de plus. Mais par contre, est-ce qu'il a rusé pour pouvoir faire passer sa loi ou est-ce que c'est ce qu'il pensait vraiment? Peu importe, mais il a réussi à la faire passer. Donc, il a expliqué que voilà, que messieurs les députés, bien évidemment, on sait que les femmes sont là pour donner naissance aux enfants, hein, pour fournir les héritiers de la France et les futurs soldats notamment, etc. Mais malgré tout, les filles qui naissent sont appelées à devenir des mères et c'est quand même elles qui font l'éducation de leurs enfants. Donc, il serait intéressant que les filles aient davantage d'éducation pour mieux transmettre cette éducation à leurs enfants. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir des lycées pour jeunes filles, mais alors, bien évidemment, on ne va pas mettre les mêmes matières. Les mathématiques extrêmement allégées, pas de physique, et par contre, on va renforcer la morale, les arts, les lettres, la littérature. Voilà. Donc, vous voyez, cette loi est passée. La façon dont elle a été présentée a fait qu'elle est passée. Donc, moi, je ne peux que remercier ce député de l'avoir fait. En 1876, c'est un lycée à Montpellier, le premier lycée de filles, hein, et le lycée Racine à Paris, qui aussi a été le premier lycée de filles. Voilà. Et donc, il y a ces programmes différents. Donc là, on met dans la tête à nouveau des Français que les sciences, ce n'est pas pour les filles. Et il faudra attendre 1922, donc 1876-1922, pour aligner le bac français, le bac en France, entre les garçons et les filles. 1802, création du premier lycée de garçons, c'est 1924. 1924, égalité au bac, donc c'est-à-dire qu'on a introduit les mêmes matières pour les filles. Pour mathématiques, etc. 122 ans, voilà. Donc le temps est long. Le temps est long pour faire changer les mentalités. Moi, ce que je vois, c'est que depuis que je m'intéresse à ces sujets, tout a énormément accéléré. Donc, voilà pourquoi on en est encore là. Alors maintenant, depuis les années 2000, enfin même depuis la première loi sur l'égalité professionnelle, c'est Yvette Roudy, c'est dans les années 70. Mais ensuite, depuis les années 2000, il y a eu plusieurs lois qui ont été empilées sur l'égalité professionnelle, à travail égal, salaire égal, etc. Et il y a eu ce fameux index égalité professionnelle avec des sanctions si les entreprises ne progressent pas. Parce qu'avant, il y avait des tas de plans égalité. Il suffisait de dire j'ai fait un plan égalité et ça marchait. Maintenant, il faut dire j'ai fait un plan égalité et je le mets en œuvre. Il y a des indicateurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça fait progresser les choses. Donc, quand on légifère au plus haut niveau, on fait avancer les choses. Après, je ne sais pas si je déborde sur d'autres questions et si je déborde sur le temps qui m'est imparti. Je vais vous laisser continuer peut-être, parce que je pense que ça va venir. C'est ça, oui. La question suivante, c'était justement, donc, vu qu'on a encore du travail à faire, vous avez un peu parlé avec avec les rôles modèles, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses en plus des associations? Et j'ai posé la dernière question en même temps, comme ça on va pouvoir regrouper pour ne pas déborder. C'est donc comment faire changer les choses et avec quel levier? Alors pour faire changer les choses, la clé, et Gratia Cesser l'a dit, c'est dans l'éducation. Donc il faut qu'on puisse transmettre toujours aux nouvelles générations le fait que on est égal en droit, on n'est pas égal. L'égalité femmes-hommes, ça veut dire l'égalité en droit pour les femmes et les hommes. Donc les femmes ont droit d'avoir les mêmes ambitions
que les hommes. Elles ont droit d'avoir les mêmes postes si on va sur l'égalité professionnelle. Ça ne veut pas dire on est pareil, hein. On a des différences physiques, émotionnelles, physiologiques, et c'est ça qui fait aussi l'atout de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est quand même un point qui est important à souligner, parce que des fois, il y en a qui confondent égalité homme-femme, alors ça veut dire que vous pouvez tout faire pareil, etc. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pareil, que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, les femmes ne peuvent pas forcément porter les mêmes charges que les hommes, etc. Mais sur les droits, oui, on a le droit de tout faire pareil. Et donc ça, il faut déjà en être convaincu et il faut l'enseigner à ses enfants. Et après, si on va sur les métiers, ben, la seule façon de montrer que c'est possible, c'est de montrer des femmes en poste dans l'industrie ou des hommes en poste dans des métiers qui sont plus féminisés, hein, parce que ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est les femmes et l'industrie. C'est quoi déjà le titre? Des femmes dans l'industrie. Et alors, oui, ben oui. Bien sûr. Donc, c'est le montrer et donc le montrer le plus tôt. Donc, avec Elle Bouge, nous, on a commencé en 2005, on travaillait avec les lycéennes, comme vous le faites avec votre programme ambassadrice. On allait dans les lycées, mais surtout, on les sort du lycée pour les mettre sur site, dans les entreprises ou dans vos écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a une grande journée Elle Bouge au Salon du Bourget. Donc, voilà, il y a 200 jeunes filles sans marraine qui les pilotent chez Safran, chez Thales, chez Airbus, chez Dassault, etc., à la Marine nationale, etc., pour montrer tous les métiers. Et puis, il y a ce côté magique des essais en vol, etc., qui opèrent aussi bien sur les filles que sur les garçons. Donc, voilà, ça, c'est la première chose à faire. C'est aussi le dédier aux filles pour qu'elles sentent que ce n'est pas une sortie de classe avec toute sa classe, on y va parce que finalement, les entreprises nous attendent et les marraines et les entreprises qui les accueillent vont leur expliquer. Oui, on veut davantage de femmes dans notre entreprise, mais pourquoi? Pour les bons atouts de la mixité, pour ce que je vous ai dit, la complémentarité, une meilleure innovation. Je ne sais plus si c'est vous ou un de vos collègues qui a parlé de tout ce qui était IA, intelligence artificielle et toutes les programmations biaisées. Voilà. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, on leur explique pourquoi elles sont attendues sur un tapis rouge par les hommes et par les entreprises, pardon. Je dis des bêtises, par les entreprises. Donc, elles peuvent se projeter dans des rôles modèles qui sont bien réels. Nous, nos marraines, elles sont de tous âges. Il y a des marraines étudiantes et des marraines qui ont atteint des très hautes fonctions. Plus elles sont proches en âge, les marraines, plus c'est possible et atteignable pour les jeunes filles. C'est-à-dire que c'est plus facile de se projeter dans une ingénieure qui travaille sur les drones, etc., et qui a 10 ans de plus ou 5 ans de plus que soi, que effectivement sur une femme qui a atteint les plus hautes fonctions dans l'entreprise, où malheureusement, elles peuvent encore se dire « c'est pas pour moi, c'est inatteignable ». Mais en fait, nous, on a des marraines de tous les niveaux et on les accueille toutes avec énormément de bonheur. Au dernier Salon du Bourget, on avait Elisabeth Borne qui était venue, qui est ingénieure, et donc c'est aussi une marraine exceptionnelle. Voilà. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. On commence à aller dans les écoles primaires, mais il faut le faire au plus tard au moment de l'orientation. Et il faut mettre en lumière la réalité des métiers pour faire tomber les stéréotypes. Donc, ça, c'est ce qui est important. Quels sont les leviers? Je l'ai dit, il faut s'adresser en particulier aux jeunes femmes pour qu'elles comprennent que c'est pour elles. Il faut impliquer les hommes. Ça, c'est indispensable. Ça ne peut pas être qu'une histoire de filles ou de femmes. Il faut que les hommes en soient convaincus et qu'ils viennent appuyer ce discours, expliquer s'ils sont managers, pourquoi ils ont besoin d'avoir davantage de femmes dans leurs équipes techniques. Voilà. Il faut aussi faire des mises en situation. Donc nous, par exemple, avec le Challenge Innovatech, un hackathon innovation maintenant le plus connu pour les femmes et les jeunes filles, c'est se mettre dans la peau d'un ingénieur, inventer une petite entreprise ou une application. Et ça, c'est en un jour, faire des visites de sites. Voilà. Et donc ça, c'est en se confrontant à la réalité qu'on fait tomber ces stéréotypes qu'on pouvait avoir. Il faut aussi se faire aider avec les associations, alors comme Elle Bouge par exemple, parce que j'en suis la présidente fondatrice, mais il y a d'autres associations qui travaillent aussi sur ces sujets et qui sont vraiment
très utile. Et alors après, il faut impliquer le plus haut niveau, ça c'est clair. C'est-à-dire que ce Au niveau du soit… gouvernement, au niveau du… Alors, du gouvernement, le gouvernement s'en est emparé depuis longtemps avec la loi Copé-Zimmermann. Dans les années 2010-2011, il y a eu plusieurs lois à la suite. La loi Copé-Zimmermann de 40% du sexe le moins représenté dans les conseils d'administration. C'est très important de ne pas dire de 40% minimum de femmes, mais du sexe le moins représenté, parce que ça ne vient pas stigmatiser les hommes, parce qu'il peut y avoir des conseils d'administration inversés, ce qui est assez rare, et que, comme l'a dit d'ailleurs un célèbre philosophe, on sera tranquille qu'il y aura toujours au moins 40% d'hommes dans les conseils d'administration. Mais là, je pense que pour très longtemps, il y aura encore plus que 40% d'hommes dans les conseils d'administration. Mais donc, toutes ces lois, petit à petit, et le fait de légiférer fait avancer les choses et c'est au plus haut niveau. Il faut être exemplaire, donc il faut que les ministères eux-mêmes s'appliquent ce qu'ils demandent de faire aux entreprises. Je pense que dans l'enseignement supérieur, moi, j'ai été présidente de la commission égalité hommes-femmes de la conférence des grandes écoles. Et donc, à l'époque, en 2016, on a fait une charte de l'égalité dans l'enseignement supérieur. Je pense qu'elle est encore utilisée. Elle avait été signée par plusieurs ministres et par les présidents des conférences des grandes écoles, mais aussi de la CPU et de la CDFI. Il faut se donner des objectifs chiffrés. C'est-à-dire, par exemple, donner des quotas de progression à l'IMT. Vous voulez, dans chaque école, progresser de 10% de plus de filles chaque année, jusqu'à arriver à 30 ou 40%, et suivre ces indicateurs. Donc, c'est le plus haut niveau qui peut donner ces objectifs, donc il faut qu'il en soit convaincu. Alors, dans les écoles, pareil, dans les entreprises. Et après, ce qui marche très bien aussi, c'est de s'emparer d'un projet d'entreprise ou d'un projet d'école pour construire, par exemple, une charte de l'égalité qui va devenir un projet d'entreprise avec des actions régulières et des suivis, soit d'actions de sensibilisation, soit d'actions de recrutement, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très, très dense. Je rappelle que oui, les questions sont toujours disponibles et comme ça, si vous avez plus envie d'en apprendre sur Elle ou je posais des questions dessus, on répondra à la fin. Merci pour votre engagement et je repasse la main à Louise. Merci. Merci beaucoup Gabrielle, merci beaucoup Marie-Sophie pour toutes ces précisions et ces explications. Je vais me tourner vers Anne. Anne, vous êtes PDG du groupe Schmitt. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter rapidement votre parcours, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas ingénieure, je le dis tout de suite, dans ce contexte d'ingénieur. Donc, moi, je suis Anne Lesgen, donc je suis depuis une vingtaine d'années au moins chez Schmitt Group. On a plusieurs métiers. On a un métier d'industriel, donc c'est pour ça que je suis autour de cette table ronde. Un métier d'industriel on fabrique des solutions d'aménagement pour la maison qu'on fabrique sur mesure, au pièce à pièce, qu'on vend sous les marques Schmitt et Cuisinella. Et on a un métier de retailer depuis plus de 20 ans, puisqu'on anime des réseaux de marques et on anime des marques. Mais on a cette forte culture d'industriel et moi je dirige l'entreprise depuis 2006 et avant ça je bossais dans d'autres environnements, notamment des environnements plus marketing, parce que je bossais dans des agences de com où pour le coup c'était beaucoup plus féminisé, mais ça dépendait des métiers aussi d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Pour vous, quels sont les biais, les freins qui peuvent se mettre les femmes elles-mêmes dans leur carrière? Alors, nous, on a observé que le premier frein pour l'emploi des femmes, enfin en tout cas un des freins importants pour l'emploi des femmes dans pas mal de métiers dans nos entreprises industrielles, c'est déjà un frein qu'elles ont elles-mêmes et c'était justement dit tout à l'heure par Marie-Sophie, notamment il y a un vrai sujet autour de l'éducation, c'est-à-dire que depuis très jeune, on peut véhiculer, qu'on le veuille ou non, des stéréotypes auprès des jeunes filles, y compris les mamans. Elles peuvent véhiculer ces stéréotypes. Moi, je l'ai vécu chez moi. D'ailleurs, c'est l'exemple quand on a préparé cette intervention que avant de reprendre la présidence de cette entreprise, ma maman avait dirigé cette entreprise. J'avais une grand-mère qui avait tenu une entreprise aussi pendant pas mal d'années, etc. Et ma maman m'a posé la question si j'étais sûre que je ne voulais pas trouver un homme pour le faire à ma place.
Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, comme quoi, et pourtant, je sais qu'elle était super contente et je sais que c'était vraiment une battante, hein, vraiment, c'était pas le sujet. Mais c'était intéressant, comme quoi on peut tous trimballer un petit baluchon comme sa génération. Donc, il y a un vrai sujet d'éducation et je trouve que le point était vraiment important de le rappeler que les parents ont tous les deux un vrai rôle à jouer autour des stéréotypes qui véhiculent, même sans le vouloir, auprès de leurs enfants et auprès de leurs enfants, filles et garçons d'ailleurs, puisque c'est effectivement l'éducation des deux qui sont vraiment, vraiment importants. Et après, il y a cette notion de… Pardon, je vous laisse continuer. On va revenir sur Merci. Merci pour ces précisions. Et puis du coup, pour la suite, hein, comment pour vous, on peut interroger les jeunes au plus tôt, on peut intéresser les jeunes au plus tôt sur les métiers techniques et leur donner le goût de tout ça. Ouais. Alors, c'est vrai que le sujet a déjà été évoqué, hein, donc je ne vais rien dire de bien neuf. Je partage tout à fait ce qui a été dit juste avant. Nous, c'est vraiment poser la question de se dire qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à attirer des jeunes filles dans les métiers techniques. Alors, pas que des métiers d'ingénieurs, hein, d'ailleurs, on parlait beaucoup d'ingénieurs, mais on a besoin de techniciens, on a besoin de développeurs, on a besoin de plein d'autres métiers plus techniques dans lesquels on a… parfois du mal à attirer des jeunes filles, mais parce qu'elles sont pas dans le pipe. Hein. C'est pas qu'on n'arrive pas à les attirer, nous, en tant qu'entreprise, c'est que, comme c'est le cas chez vous, dans les écoles ou autres, elles n'arrivent pas dans ce pipe. Et à la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il faut les sensibiliser bien plus jeunes, parce que au lycée, c'est déjà trop tard. Hein. Si elles se disent que c'est pas pour elles, c'est déjà vachement tard. Alors, je ne dis pas que c'est pas que c'est foutu, mais souvent, elles ont déjà des choix d'orientation, etc. Et donc, c'est déjà très jeune. On travaille notamment sur les stages troisième. Ce serait bien qu'on puisse les toucher bien avant déjà, parce que troisième, c'est déjà bien avancé. Et un truc qu'on va tester, que d'autres entreprises, d'autres industries avec qui on a discuté, ont mis en place et qui a bien marché, c'est organiser des stages troisième multimétiers, c'est-à-dire que de proposer à des jeunes de venir et pas d'aller simplement au service marketing ou à la compta ou dans un métier qui est celui des parents ou qu'elles connaissent ou qui leur paraissent intéressants, mais de dire on peut vous faire des stages troisième où vous allez faire, certains c'est par demi-journée ou par période de 2 heures et vous allez découvrir plein de métiers et c'est l'occasion d'aller leur faire découvrir des métiers qu'elles auraient peut-être pas spontanément demandé à découvrir, des métiers de maintenance, d'industrie, des métiers dans l'IT, etc. Et donc ça donne aussi une vision beaucoup plus 360 de tous les métiers qu'il peut y avoir dans des entreprises industrielles, que ce soit des métiers type ingénieur, etc., mais aussi d'autres types de métiers. Donc, c'est aussi une façon de les amener à découvrir l'entreprise. On travaille aussi sur la mise en place de journées thématiques qu'on voudrait faire pour des tout jeunes enfants. Ça a été évoqué autour des primaires, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut leur faire découvrir le monde de l'industrie au travers du fait que ça peut être très fun, ça peut être amusant, ils peuvent programmer un petit robot, ils peuvent faire des trucs de construction, enfin leur montrer des choses techniques pour que filles et garçons, quand ils n'ont pas encore forcément trop ces stéréotypes de genre, comment est-ce qu'on peut les faire déjà jouer, interagir, etc. Et se rendre compte que dans l'industrie, il y a des métiers super fun, hyper créatifs, on peut trouver des innovations, donc on peut créer des choses qui vont trouver un marché demain, etc. Et on se dit, mais plus tôt on les touchera, mieux c'est. Et du coup, ça permet aussi de parler aux enseignants pour qu'ils aient un autre discours, parce que parfois, ils ont un discours qui véhicule pas trop ces métiers techniques vers les filles, mais pas par volonté, mais c'est juste parce qu'ils ne les connaissent pas trop. Donc, on invite aussi beaucoup d'enseignants, alors peut-être pas les primaires, mais on invite des enseignants plutôt après, à venir découvrir notre monde de l'industrie, à venir passer du temps chez nous, on va chez eux pour leur présenter nos métiers. Et surtout, on fait aussi des choses assez intéressantes, c'est qu'on organise, nous, on a un combat autour de l'alternance aussi, on aime bien l'alternance, je trouve que c'est une voie assez royale pour nos métiers. Et on les invite à venir, donc les jeunes filles et garçons, à venir avec leurs parents. Donc, quand on fait des journées speed dating pour qu'ils rencontrent tous les métiers qu'ils recrutent en alternance, on leur dit venez avec vos parents, avec vos frères et sœurs si vous voulez, et on leur fait découvrir, c'est d'autres jeunes qui sont dans l'entreprise, filles et garçons, qui leur font découvrir les métiers qui sont disponibles dans l'industrie et toutes les possibilités qu'il y a de trouver des trucs vraiment chouettes à faire. Donc oui, le plus tôt, moi je pense que le plus tôt sera le mieux, quand elles n'ont pas encore des stéréotypes qui les orientent vers d'autres types de métiers. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Pour la question suivante, alors on a parlé de comment les amener dans ces métiers et maintenant, comment on fait pour l'intégrer au monde du travail dans l'industrie des jeunes femmes? On dit qu'il y en a peu. Quels sont les leviers qu'on peut avoir pour faciliter tout ça? Alors moi, c'est vrai qu'on n'a pas de solution miracle. Hein. Ce qu'on essaye de faire déjà, c'est
c'est d'aller chercher des femmes. Quand on ouvre des postes, on essaie d'avoir une démarche plus volontariste pour aller chercher des femmes qui ne postuleraient pas forcément naturellement, qu'elles soient dans notre entreprise ou en dehors. Donc là aussi, essayer de casser des idées reçues. Quelqu'un parlait de care, je crois, tout au début, de dire les femmes, elles sont souvent dans le care, et c'est vrai qu'on les voit très souvent hyper mordantes et vachement mobilisées sur des jobs, typiquement les achats, elles adorent parce qu'elles défendent l'intérêt collectif, etc. Elles défendront beaucoup moins le leur, ou elles se sentent beaucoup moins sûres de postuler à certains postes. Donc déjà, on va aller voir comment est-ce qu'on peut chercher des femmes, ou essayer de forcer le trait pour dire, dans les candidats qu'on veut voir, on veut absolument voir des femmes. Alors d'autres types de diversité aussi, parce que la diversité homme-femme, c'est un sujet dont on parle là, mais dans les équipes, il y a une vraie richesse à ce qu'il y ait plus de diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit homme-femme, enfin bref, plus on a des modes de pensée différents dans les équipes, mieux c'est. Donc ça, c'est un point important. Et un autre sujet sur lequel on essaie de les mobiliser, c'est aussi dans cette logique que les femmes, elles sont assez, elles se sentent souvent... on arrive souvent à les toucher plus facilement quand on leur parle des gros enjeux qu'on a pour l'avenir. Et dans les gros enjeux, on a évidemment tous les chantiers liés à la transition énergétique, à la biodiversité, au climat, à l'eau, tous les sujets liés à de l'équité aussi, puisqu'on a des chantiers aussi autour de comment on développe davantage d'équité et d'égalité dans les entreprises. Elles se sentent, on essaye de les attirer aussi en disant, mais dans nos industries, on a vachement favorisé la tech. En fait, on était très techno, robotisation, machin, etc. Mais il y a aussi de la low-tech. Il y a des choses super, où on a besoin de gens vachement malins qui réfléchissent à des trucs super intelligents. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye aussi de les attirer avec des choses peut-être moins classiques et qu'elles entendent habituellement dans l'industrie. D'accord, merci beaucoup. Et puis, une dernière question, on dit qu'on veut les attirer, on dit qu'on veut les garder, mais pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux? Alors, c'est important, comme j'évoquais juste avant, pour moi, tous les sujets de diversité sont importants dans les équipes. En fait, moi, j'ai bossé dans des agences de com, on n'était que des filles de 30 ans, c'est pas top non plus, honnêtement. Donc, je pense qu'il y a une vraie richesse. Puis, dans un internat de filles, c'est pas toujours facile non plus. C'est une vraie jungle. Donc, oui, d'avoir de la diversité dans les équipes, c'est une vraie chance, en fait, de la diversité entre des jeunes, des moins jeunes, entre des gens qui ont nous, on a des gens qui viennent notre région, qui ont toujours bossé ici, mais si vous les confrontez à des gens qui ont fait des carrières internationales, c'est d'autres façons de penser, des hommes et des femmes. Moi, j'ai intégré une époque une équipe de développeurs commerciaux. C'était que des hommes. Il y avait toujours eu que des hommes dans ce métier-là. La première femme qui arrive, le séminaire, il change de ton. Voilà. Mais du coup, au début, ça a sclérosé un peu les trucs. Mais finalement, je me suis rendu compte à ce moment-là, en intégrant l'équipe, que ça donne finalement d'autres discussions, d'autres façons de penser. Tout comme c'est intéressant qu'on intègre des gens qui viennent d'autres cultures, d'autres origines, etc. Très souvent, dans les comités de direction d'entreprises industrielles, le comité de direction, c'est des mâles blancs de plus de 50 ans. Mais alors que finalement, dès qu'on a quelqu'un qui vient d'une autre culture, d'une autre industrie ou d'une autre entreprise, rien que ça, qu'on ait des femmes, des hommes, etc., différentes cultures, c'est une vraie richesse. Donc, avoir des femmes et des hommes dans les équipes, ça permet... je trouve d'apporter une richesse incroyable. Ça développe beaucoup de respect aussi, parce qu'on apprend aussi à s'adapter. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure, d'autres façons de s'adresser les uns aux autres. Je trouve que ça donne une richesse énorme, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour votre engagement. Et puis, Gabriel, je te repasse la main. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Anne. Je vais me tourner vers Valérie Heim. Vous êtes responsable qualité programme Force Protection chez MDBA. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter votre métier et l'entreprise dans laquelle vous faites partie? Bonjour à toutes et à tous, Valérie Heim, donc je suis responsable qualité programme chez MBDA, qui est une industrie en fait de la défense. Ça fait 30 ans à peu près que je travaille, donc j'ai fait des sociétés telles que Airbus, telles que Thales et telles que MBDA actuellement, dans des métiers plutôt de support, qualité ou supply chain et qualité fournisseur. Super, merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous faites partie du monde de l'industrie et plus particulièrement de la défense. À quel point, selon votre expérience, ce milieu est-il féminisé aujourd'hui et qu'est-ce qu'apporte la diversité dans un tel milieu, selon vous? Alors, pour vous donner un exemple, moi, je suis donc à la qualité programme. Donc, en fait, on a très souvent des réunions programme ou projet. Et quand je rentre dans une salle de réunion, je fais « Bonjour, messieurs ».
globalement, je suis à peu près la seule femme avec 10 ou 15 hommes. Donc, si on veut donner à peu près des chiffres, il y a chez MBDA 25% en fait de femmes dans les effectifs. Mais ce n'est pas réparti uniformément suivant les catégories socio-professionnelles. Donc, il y en a beaucoup plus. Il n'y a d'ailleurs que ça, donc tout ce qui est administratif et employé, alors qu'il y en a beaucoup moins dans tout ce qui est technicien et dans ce qui est technicien et ingénieur. Avec l'industrie de la défense, c'est un peu, je dirais, la double peine, parce que c'est l'industrie et en plus, c'est la défense, qui n'est pas forcément un secteur auquel les jeunes filles ou les jeunes femmes pensent. Tout à fait. Donc, on va dire que est-ce que ce serait les préjugés, des billets d'avant qui expliquent ce manque de femmes C'est tout à fait des stéréotypes parce qu'en fait, on se dit globalement que la défense, c'est un métier très masculin parce qu'on voit les armées qui sont nos clients et donc on se dit c'est que pour les hommes. Non, c'est des métiers techniques, mais c'est des métiers techniques pour lesquels les femmes ont aussi leur part à prendre et pour lesquels il y a plein de métiers très, très intéressants. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de la diversité ou au contraire, le manque de diversité peut porter préjudice dans le monde de l'industrie et celui de la production pour la défense? Alors, en fait, comme on le disait auparavant, les hommes et les femmes sont complémentaires. On apporte des choses différentes quand on est une femme. Donc, en tant que femme, moi, mes clients, c'est très souvent, en fait, des militaires et qui apprécient beaucoup en fait d'avoir des femmes qui travaillent avec eux parce qu'ils ont une sorte de bienveillance, parce que les femmes ont des qualités en fait qui sont appréciées par les militaires telles que l'organisation, d'être carrée, d'être prévoyante, d'anticiper. Donc c'est des qualités qui sont appréciées par les clients et donc travailler en fait avec les clients, ils apprécient beaucoup d'avoir des femmes avec eux. Super. Je vais un peu changer de sujet pour un nouveau sujet qu'on a, je ne crois pas encore trop abordé, qui a déjà touché des amis à moi ou que j'ai pu discuter dans d'autres tables rondes, qui est le syndrome de l'imposteur que vont parfois avoir les femmes si elles vont, par exemple, dans les mathématiques. Moi, ça m'est déjà arrivé alors que des amis qui ont des super résultats vont se dire non, c'est pas normal ou non, je ne mérite pas ma place ici, alors que si, tout à fait. Est-ce que vous expérimentez ça aussi? Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça que vous avancerez? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui est très fréquent chez les jeunes filles et chez les femmes. On se dit toujours qu'on n'a pas de légitimité, on a l'impression de ne pas être à notre place, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter nos succès. Très souvent, une femme, quand elle atteint un certain niveau hiérarchique ou quand elle a des succès, elle se dit j'ai eu de la chance. Alors qu'un garçon, il dit non, c'est normal, je le mérite. Donc, il y a déjà en fait cette différence entre les garçons et les filles et ce sentiment de légitimité qui manque chez les jeunes filles, qui se mettent des freins et qu'il ne faudrait pas faire. Alors, je sais que moi, par exemple, j'ai un garçon et j'ai une fille. Donc, tous les deux sont ingénieurs, mais le garçon, il est ingénieur en mécanique et la fille, elle est ingénieure en agroalimentaire. Donc, c'est très proche des stéréotypes où on se dit toujours les garçons, c'est la mécanique, c'est les mathématiques, les filles, c'est plus tout ce qui est sciences naturelles, tout ce qui est santé, tout ce qui est droit. Et donc, je pense qu'il faut essayer de combattre tous ces stéréotypes dès le plus jeune âge. Alors, probablement, même si c'est un sujet qui me tient à cœur, je n'ai pas bien réussi non plus, puisque mes propres enfants sont dans ce stéréotype-là. Mais je pense qu'il faut commencer très, très jeune, en fait, à leur expliquer que, non, les garçons et les filles peuvent faire des mathématiques, il ne faut pas se brider, il n'y a pas de raison. Les filles aussi sont très bonnes en mathématiques. Tout à fait. Ce thème de l'éducation, qu'elle soit scolaire ou même de parentale, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose, on se rend compte aussi, qui est justement difficile à mettre en place et c'est
Après, bon, c'est le libre choix aussi. On peut pas, faut pas leur C'est imposer une ça. voie Alors à après, contrôler. tout à fait. Après, il faudra du temps, hein. Les choses se font petit à petit. Je sais que, par exemple, en fait, nous, quand on discute à la commission égalité professionnelle à laquelle je participe au sein de MBDA, eh ben, ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes filles, quand elles postulent en fait à un poste, c'est parce qu'elles ont 95% d'adhérence aux critères qui sont demandés. Le garçon, il se dit à 30%, ça va passer, on y va. J'y vais. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut combattre. Et pourquoi, en fait, chez MBDA, comme dans beaucoup d'industries, on n'a pas plus de femmes que ça. Les 25%, on a du mal à les atteindre et en fait, c'est en train de décroître parce que tout simplement, il n'y a pas assez de CV de jeunes filles ou de jeunes femmes qui arrivent en fait dans les bureaux des ressources humaines. Donc en fait, même si les ressources humaines veulent embaucher, veulent privilégier les femmes, eh ben, ils n'ont pas de quoi alimenter pour répondre aux postes qui sont ouverts. Tout à fait, d'où la nécessité voilà, de commencer cette sensibilisation dès le plus jeune âge pour à la fin avoir plus de dossiers. Exactement. Et juste une dernière question. Donc, dans votre milieu, quelles sont les actions peut-être qui sont déjà mises en place ou celles que vous aimeriez qu'elles soient mises en place? Un petit partage justement que vous souhaiteriez voilà, partager avec nous, que vous trouvez intéressantes. Alors, chez MBDA, il y a un certain nombre en fait, d'actions qui sont mises en place pour sensibiliser les collégiennes, les lycéantes et les étudiantes. Il y a des réseaux de marraines pour sensibiliser les jeunes filles aux opportunités de carrière. Il y a des réseaux d'ambassadrices pour accroître la visibilité de MBDA, qui est une filiale d'Airbus, mais qui n'est pas très connue, puisqu'en fait, de par son cœur de métier, la défense, on ne s'expose pas forcément, on est plutôt un peu caché. Et donc, il y a des interventions dans les établissements scolaires avec la présence sur des forums tels que le Salon du Bourget. On fait partie de l'association Elle Bouge. On a la chance d'avoir en fait la créatrice et la présidente. Et il y a des actions au Salon du Bourget avec Air Emploi et avec Elle Bouge. Et donc, en fait, le credo de MBDA, c'est de dire 30% de femmes au sein de MBDA en 2030. Donc, il faut pousser pour qu'on y arrive. On a aussi créé, en fait, un réseau qui s'appelle Inspiring Women at MBDA France, qui est tout récent, qui permet, l'objectif, en fait, c'est de fédérer toutes les femmes au sein de MBDA avec des cycles de conférences et des témoignages de rôle modèles. Donc, il y a des actions qui sont en place. On essaye, en fait, de féminiser les métiers, même si, globalement, il faudra encore un peu de temps pour que ça arrive. Et donc, en fait, si j'avais un conseil à donner aux jeunes filles et aux jeunes femmes, c'est d'oser. C'est de dire, osons, il faut y aller. Et donc, j'avais trouvé une citation, alors elle n'est pas de moi, et je ne prendrai pas le syndrome de l'imposteur, donc je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement ». Je trouve que ça représente bien. C'est une belle phrase pour conclure. Elle n'est pas de moi, mais je l'aime bien. L'important, c'est de la partager. Super, merci beaucoup Valérie. Je vais rendre la main à Louise. Ton micro est coupé, Louise. Merci Gabriel, et puis merci pour tes échanges avec Valérie. Merci beaucoup Valérie également. Je vais me tourner vers Mylène. Mylène, vous êtes Service Management Développement Capability Leader chez Sanofi. Je vais vous demander, comme vous êtes participante, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu votre cursus, s'il vous plaît? Donc, bonjour à tous. Donc, oui, moi, je travaille chez Sanofi depuis maintenant 8 ans et je m'occupe du service des développements. Donc, toutes nos applications doivent être mises à jour, développer des nouvelles fonctionnalités. Cela a été externalisé et moi, je gère ce service pour tout Sanofi. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas ingénieure non plus. Mais je suis rentrée dans l'informatique à travers les statistiques il y a maintenant 25 ans. Et je trouve que c'est un métier fabuleux. Donc, voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va parler un peu de Sanofi. Quelle est la répartition hommes-femmes chez Sanofi? Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sanofi, c'est une entreprise dans le domaine de la pharmaceutique. Donc, pour vous, quelle est l'influence de ce secteur d'activité sur cette répartition? Alors en fait, si on regarde juste les chiffres, Sanofi, on est à 40% de parité aujourd'hui au niveau des femmes. Donc alors d'abord, il faut savoir que c'est un sujet qui est adressé au sein de l'entreprise depuis maintenant 5 ans, avec comme me disait tout à l'heure, je crois, je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais on a nos KPI, on a nos indicateurs qui sont suivis et ça vient d'en haut. Ça vient du top management, ça vient vraiment du board. Donc à partir de là, en effet, comme pour tout, dès que ça vient d'en haut, on va le suivre plus facilement, on va le mettre en place. Après, on a encore beaucoup de disparités en fonction les niveaux au sein de l'entreprise. Et si on prend maintenant tout ce qui est le senior leadership, donc plus notre niveau de top management, on descend à 36% de femmes. Après, aujourd'hui, notre comité stratégique France est l'idée par une femme depuis maintenant 6 mois. Donc, voilà, les choses bougent. Mais ça va dépendre des métiers. Donc, moi, je suis dans le digital. Et en effet, tout comme on l'a vu au sein de votre école, les 2 hommes qui se présentaient sont dans le digital ou la cybersécurité, où en effet, là, on est en pénurie de femmes. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous parlez du digital chez Sanofi, qui peut sembler surprenant quand on prend de loin le domaine. Est-ce que le fait d'être d'une entreprise pharmaceutique peut amener des femmes justement vers ces domaines du numérique par des passerelles internes? Et est-ce que c'est quelque chose qui se ressent? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, le digital, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plusieurs casquettes. Donc la cybersécurité, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et on a quand même la chance aujourd'hui chez Sanofi d'avoir beaucoup de femmes dans ce milieu-là. La parité 40-60 est quand même assez maintenue parce que beaucoup de femmes viennent justement du métier, que ce soit la recherche, le développement ou même de la supply chain, puisqu'on est aussi... alors moi, je suis basée sur le site de Montpellier qui est un site de supply chain et de R&D. Et en fait... dans une application côté métier gérée par des gens et petit à petit, ils prennent le biais du digital et ils nous rejoignent et ils peuvent faire une carrière et évoluer après au sein du digital. Donc, aujourd'hui, les carrières ne sont pas figées. Je crois que c'est de plus en plus vrai et ça va l'être de plus en plus. Donc, on peut commencer quelque part et finir dans le digital. Et je crois que des grandes entreprises de l'industrie ou grandes entreprises permettent ces leviers-là aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez... intéressant et va peut-être aider à la féminisation de certains métiers. D'accord, merci beaucoup pour ces exemples. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait changer les règles du jeu sur la féminisation? Vous parlez des passerelles qu'il peut y avoir en intérieur d'une entreprise, mais est-ce qu'il y aura d'autres biais, d'autres choses à apporter? Alors, on essaie de travailler au sein de Sanofi sur tout ce qui va être les fiches de poste, par exemple. On va complètement essayer de ne pas genrer nos fiches de poste parce qu'on sait très bien que, moi, je fais plus de programme management, des choses comme ça. Il va y avoir peut-être un peu plus de femmes que d'hommes sur certains domaines. Les fiches techniques, dès qu'on va partir sur des métiers plus techniques, plus orientés hommes. Donc, on va essayer de non genrer. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Anne, le genre homme, femme et autres. Voilà, vraiment essayer de travailler le plus possible là-dessus. On a aussi mis en place, alors je pense comme dans beaucoup d'autres industries et entreprises, nous, ça s'appelle gender balance, mais des regroupements de femmes que l'on ouvre aux hommes aussi, où on va travailler sur mettre en place des actions. Donc, on va mettre en place, nous, par exemple, des tables rondes. On essaye de faire des tables rondes, donc qui veut vient, hommes, femmes, pour parler de certains sujets autour justement de cette inclusion, comment on va pouvoir tous mieux travailler ensemble et comment on va pouvoir décloisonner les différents métiers. On avait parlé un peu de la place du diplôme. On se rend compte en effet qu'en fonction du diplôme, certaines
certains métiers vont être moins, surtout au sein du digital, moins courus. Donc, chez nous, on parle de cadres et non-cadres. On va avoir plus de femmes non-cadres aujourd'hui. Et il y a un vrai accompagnement de l'entreprise, là encore chiffré, sur l'accompagnement des femmes dans ces parcours de cadration. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, est-ce que vous auriez un message à faire passer que vous souhaitez communiquer à toutes les personnes présentes? Alors, en fait, ça a été dit, je crois par Valérie juste avant aussi, mais osez, mais vraiment, c'est-à-dire exprimez-vous, dites les choses. Alors, je vais prendre mon cas, je suis en train de changer de poste chez Sanofi parce que, en fait, je me suis rendu compte, en rejoignant Gender Balance il y a maintenant 3 ans, j'ai pris des actions auprès de lycées, de collèges pour communiquer et pour faire découvrir mon métier. Et maintenant, j'ose le dire, en fait, quand j'ai envie de changer, quand j'ai envie de faire autre chose, quand j'ai envie de plus de responsabilités, je vais le dire, je ne vais pas attendre que ça vienne à moi. Et ça marche. Bizarrement, ça marche beaucoup mieux. On arrive à avoir des choses. Donc, osez, mais osez vraiment, dites les choses. Je crois qu'une de nos forces, les femmes aussi, ça va être la communication. Donc, allons-y. Il y a des fois, on peut vouloir s'exprimer sur certains sujets. Et pourquoi on ne pourrait pas? Pourquoi on ne pourrait pas utiliser nos émotions aussi pour notre quotidien et faire en sorte que nos émotions servent à tout le monde et on puisse en faire une force. Ce que l'on est, c'est notre force. Donc, mettons-le en avant et n'ayons pas peur de le mettre en avant. Je crois que c'est primordial parce que c'est vrai dans toute notre vie, on est ce que l'on est et soyons fiers de ce que l'on est et poussons-le au maximum pour nous. Voilà. Bon, merci beaucoup Mylène pour ce message très encourageant et motivant. Et puis bon courage pour ce changement de poste. Félicitations. Encore merci. Gabriel, je te repasse la main une dernière fois. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien puisque la pluie a commencé à Londres et voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de parasites. On va bientôt finir cet échange. On est avec notre dernière intervenante, Valérie Bled. Je vous laisse vous présenter, vous et Naval Group, dont vous faites partie. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, je suis Valérie Bled. Moi, je travaille chez Naval Group depuis 17 ans. Je suis responsable de projet diversité depuis l'année dernière au sein de Naval Group et plus particulièrement sur les aspects recrutement et attractivité. Donc, on est en plein dans le sujet. J'ai fait auparavant beaucoup de recrutement. Donc, j'ai été confrontée sur tout type de contrats, que ce soit de l'alternance, du stage ou du CDI, CDD, etc., à la problématique de recrutement de jeunes femmes, ou enfin de femmes tout court. Pour Naval Group, donc, on est un groupe de 17 000 personnes. On est répartis sur 10 sites en France. On a des métiers très, très techniques. On est dans le secteur de la défense. On conçoit, on construit, on déconstruit du naval de défense. Donc, bateaux de surface, sous-marins, etc. Un environnement très technique qui peut faire peur, effectivement, aux femmes. Oui, tout à fait. On avait abordé ce sujet notamment juste avant avec MBDA. C'est vrai que l'industrie plus la défense, ça peut faire peur, entre guillemets. Avant de passer sur les actions que vous mettez en place, j'ai une question à vous poser sur justement les freins que peuvent se mettre les femmes. Donc, selon vous, on avait vu avec le syndrome de l'imposteur, etc. Quels freins peuvent se mettre les femmes? Alors, effectivement, on en a déjà un petit peu parlé et les freins, il faut qu'on arrive à les lever. Ils sont de plusieurs sortes et on est là pour aider à booster les ambitions des femmes sur plusieurs thématiques, sur le fait de pouvoir accéder à des postes qu'on croit typiquement masculins en fait et donc leur dire le mot a été dit plusieurs fois, mais d'oser et d'aller sur ces postes qu'on croit masculins et finalement on s'est probablement pas assez renseigné à savoir est-ce que je peux le faire, est-ce que je le connais ce métier déjà. Il y a le fait de pouvoir prendre aussi des postes à responsabilité. Donc ça, c'est une autre thématique. Après avoir accédé à l'entreprise, à l'industrie, c'est oser prendre des postes à responsabilité pour différentes raisons. La charge mentale, les stéréotypes. Est-ce que je vais être capable est-ce que je vais devoir faire des heures? Est-ce que ça va être compatible avec ma vie privée? Comment je vais pouvoir allier ça avec ma vie familiale?
Et puis, il y a aussi le fait de devenir manager. Est-ce que je vais être capable de devenir manager? Est-ce que je vais avoir l'assurance que peuvent avoir les hommes? Est-ce que je suis capable de montrer autant d'assurance? Et devenir manager dans l'industrie, c'est aussi parfois devenir manager d'hommes. Comment je vais faire pour commander les hommes? Est-ce que je vais avoir assez de leadership et en fait, c'est de l'assurance, quoi. C'est vraiment se montrer à la hauteur et ne pas passer pour une personne qui n'a pas les compétences. Tout à fait, oui, on peut voir notamment c'est vrai que le challenge, notamment dans l'industrie de la défense, où c'est vrai qu'on va être amené à diriger des hommes. Peut-être qu'il y en a qui vont mal le prendre parce que des préjugés sexistes, etc. Ma seconde question va être justement comment, avec tous les challenges dont vous avez fait part, aider à combattre ces challenges, comment au sein de Naval Group vous faites pour aider les femmes à se projeter, etc. Alors, on travaille sur plusieurs pans de notre évolution. Hein. D'abord, sur le changement culturel à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on travaille, et ça prend du temps, on l'a dit tout à l'heure, enfin, Marie-Sophie parlait de l'évolution de la place de la femme dans la société. Bon, ben voilà, hein, elle est aussi très lente dans l'entreprise. Néanmoins, je pense que là, les sujets sont bel et bien lancés et on avance de plus en plus et on voit que chez les jeunes, en tout cas avant qu'ils arrivent dans l'entreprise, le genre est un peu moins important en tous les cas quand ils échangent entre eux. Donc, dans l'entreprise, on travaille sur l'aspect formation. On sensibilise nos équipes sur toutes les thématiques de stéréotypes, de discrimination. On travaille sur le sexisme aussi parce que, en fait, parfois, on ne se rend pas compte que les actions qui vont être faites dans l'entreprise, c'est du sexisme, c'est pas tolérable. Donc, on travaille aussi là-dessus. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait le privilège du dominant. Je pense que parfois les hommes, ils ne se rendent pas compte simplement. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ont été élevés comme ça et que dans l'entreprise, ça fonctionne encore comme ça. Donc, on a tout ce travail-là à mener. Donc, de formation, de sensibilisation, de communication. On met en place, par exemple, des kits de sensibilisation à l'intention des managers, qui puissent se déployer dans leurs équipes. Justement pour travailler sur ces stéréotypes-là, de manière à vraiment englober toute l'entreprise dans sa globalité. Sur les femmes, on travaille aussi avec elles. Donc, on fait des conférences, par exemple, lors d'événements comme la Journée du droit des femmes. On a travaillé sur un atelier ambition féminine. On fait beaucoup d'actions comme ça, ponctuelles ou moins ponctuelles, toutes les actions effectivement avec le réseau, notamment le réseau Elle Bouge, mais des actions aussi au niveau des jeunes filles pour leur faire connaître des métiers d'ouvrières. Par exemple, l'année dernière, sur l'ensemble des femmes qu'on a pu recruter chez Naval Group, on avait un peu plus de 5% d'ouvrières, donc c'est très peu finalement par rapport aux techniciennes ou aux cadres. Donc, on a vraiment encore du travail. Et puis, en fait, pour leur montrer à ces jeunes filles, à ces filles et ces femmes qu'on peut rentrer dans l'industrie et qu'on met des moyens en place, et de montrer les moyens qu'on met en place, mais pour tout le monde finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des solutions pour faciliter les conditions de travail, et on en revient aussi au sujet de la pénibilité du travail. On a tendance à croire que peut-être les femmes sont moins fortes ou plus petites, etc. Finalement, ce n'est pas forcément le cas que des femmes. Ça peut être le cas aussi d'hommes. Et donc, on met en place des moyens technologiques pour aider nos collaborateurs à travailler plus facilement. Alors, ça peut être par exemple des fauteuils ergonomiques pour des personnes qui seraient de petite morphologie. On a travaillé sur des solutions pour faciliter le transport et les manutentions. Par exemple, chez nous, le port de charge lourde est limité à 15 kg pour les hommes et pour les femmes. Donc là, on n'a pas de problème de discrimination. C'est pas parce que je suis une femme que je vais porter moins lourd qu'un homme. En fait, on a la même chose et on a des moyens, on a des roues motorisées, par exemple, pour pousser des chariots. Sur les EPI, donc les équipements de protection individuelle dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, on avait tendance à avoir des combinaisons, des bleus, ce qu'on appelle un bleu. Aujourd'hui, on a plutôt des tenues avec un pantalon bleu et une veste de bleu, et chacun choisit ce qui est selon sa préférence. Voilà, tout ça, c'est normé et ça pose plus de soucis. On a quand même malgré tout des mesures particulières pour les femmes aussi, et ça rejoint aussi l'aspect QVT. En fait, tout est lié dans l'entreprise, on ne peut pas sectoriser comme ça.
Et par exemple, on a des mesures pour permettre aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent de prendre du temps pour toutes ces dispositions-là. D'avoir des postes aussi qui seraient hors zone à risque pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Je vais parler de postes de soudeuse, de postes de peintre, etc. Donc, en fait, on a effectivement les métiers technologiques, les métiers d'ingénieur, on a tous ces métiers-là, mais on a aussi les métiers en production. Et là aussi, on a du mal à recruter et à motiver les femmes. Et pour autant, on a des belles histoires. J'ai en tête l'histoire d'une jeune fille qui était vendeuse en boulangerie, qui s'est reconvertie, qui est devenue tuyauteuse. Et une très jeune fille donc, est arrivée dans notre grande entreprise avec plusieurs milliers de personnes à bord de notre gros sous-marin pour souder des tuyaux. Et quand elle est arrivée, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, j'étais la fille. Et puis, elle m'a dit, j'ai fait ma place. Et au bout de quelques semaines, en fait, j'étais un membre de l'équipe. Et on ne voyait plus la différence. Donc, c'est à ça qu'on veut arriver. Mais voilà, c'est une jeune fille qui avait déjà fait une démarche. Et il faut continuer à travailler sur ces jeunes filles, les coacher. C'est ce qu'on fait. On a des programmes de coaching. On a du programme de mentorat, donc d'accompagnement paritaire. On évoque les profils féminins dans les revues de carrière. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites, tant technologiquement que dans notre politique. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ce genre d'histoire qu'on a envie de partager, pour montrer que l'accompagnement est à la fois externe et interne en entreprise et que les femmes sont les bienvenues. Une dernière question avant de passer au traitement des questions internautes. Vous avez évoqué justement les modifications d'aménagement pour les femmes, les lieux de travail. Est-ce que vous avez d'autres évolutions techniques dans le secteur industriel dont vous avez témoigné dû à cette diversité? Ouais, en fait, il y a aussi, nous, on travaille, nos sous-marins, par exemple, sont fabriqués pour la Marine nationale, entre autres. Et donc, les derniers sous-marins qu'on sort, là, les Barracuda, sont les premiers à avoir des équipements spécifiques pour les femmes, c'est-à-dire des toilettes femmes, des endroits sanitaires pour pouvoir se doucher. Les femmes vont partir en patrouille avec les hommes, c'est tout récent finalement. Et puis, du coup, on se dit que nous aussi, en fait, on s'adapte à cette technologie et ça nous fait aussi prendre conscience du fait qu'on aura des femmes à bord. On avait déjà des femmes à bord pour les essais des sous-marins, mais là, en fait, même la marine va pouvoir avancer. Toute cette diversité permet plus d'inclusion finalement dans tous les niveaux qui suivent. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de diversité, beaucoup d'intégration. Après, l'inclusion, elle est hyper importante et ce n'est pas au début, c'est vraiment tout au long du parcours des femmes et des collaborateurs de tout type de diversité. On parle aujourd'hui des femmes, mais voilà. Et comme mes collègues des autres entreprises, effectivement, on est convaincus que tout ça, c'est facteur de performance parce que on est tous finalement très différents les uns des autres et c'est pas parce qu'on est deux femmes qu'on est de la même, qu'on fonctionne pareil. Et en fait, on est tous très différents. Et on a tous, je pense, une place. Alors moi, je suis un exemple aussi de femme qui a pu évoluer dans l'entreprise. Je suis arrivée avec un bac +2 d'assistante et j'ai évolué dans l'entreprise grâce à des formations continues. Donc, dans l'industrie, dans un monde où on a aujourd'hui que 21% de femmes, et même si je suis en RH, qui n'est pas un métier masculin, en fait, l'industrie nous donne aussi la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Et puis vous avez osé ce qui joint les... Je crois que ce sera le mot de la conclusion, effectivement. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que Martine a le temps de répondre à quelques questions? J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes qui avaient été répondues, mais il en reste encore qui sont vertes. Alors oui, on peut vite, effectivement, pour celles qui n'ont pas une réponse, on peut les poser vite fait, tout à fait. Donc, je vais commencer la première, puis Louise, tu poseras la suivante, ça te va? Une question donc, de Kylian Durand. Quels sont encore les secteurs de l'industrie traditionnellement considérés comme masculins et pourquoi? J'ai vu que Marie-Sophie, vous souhaitiez répondre et bien évidemment, si d'autres intervenantes souhaitent répondre ou souhaitent apporter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Oui, avec plaisir. Les secteurs qui sont encore traditionnellement très masculins en effectif, ce sont les secteurs de tout ce qui touche au transport et à la construction, donc automobile, aéronautique, spatiale, ferroviaire, maritime, la défense. Donc évidemment, il y en a qui sont intersectoriels. Quand on fabrique des sous-marins, on est à la fois dans le maritime, à la fois dans la défense, par exemple. Il y a tous les secteurs autour de l'énergie,
les secteurs du numérique, les secteurs du bâtiment construction. C'est cela en particulier. Après, quand vous allez dans de la fabrication industrielle lourde, même si ce n'est pas ces secteurs-là, c'est-à-dire que il y a quelqu'un chez Sanofi, donc il peut y avoir des postes aussi, donc notamment en production ou dans certains types de postes qui sont aussi en déficit de femmes. Mais les secteurs principaux, je vous les ai listés. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite compléter? On va passer à la question suivante. Je t'en prie, Louise. Merci beaucoup, Marie-Sophie, pour cette réponse. Merci beaucoup, Gabrielle et Marie-Sophie, pour cette réponse. Moi, j'ai une question, je ne sais pas qui voudra répondre, mais on a parlé des avantages que ça peut avoir sur la façon de penser qui est différente, etc. Il y a une question qui est posée sur comment la féminisation peut contribuer au développement économique et social. On l'a un peu évoqué, mais est-ce que certaines voudraient revenir sur la partie peut-être plus économique du sujet? Moi, je peux intervenir là-dessus. C'est un sujet. Nos entreprises, elles ont besoin d'être créatives et innovantes au sens où elles doivent trouver des choses qui atteignent leur marché. C'est bien la définition de l'innovation, hein, c'est quand on a une solution nouvelle qui atteint son marché, hein, sinon c'est un beau rêve dans une boîte. Et le fait qu'on ait des équipes qui sont plus créatives, qui arrivent à se compléter, s'enrichir les unes les autres, ça peut être un vrai sujet économique. C'est-à-dire que si on a des équipes transversales, ça a été évoqué au travers de certaines interventions, d'ailleurs, la notion de transversalité, d'évolution, etc. Donc, des équipes beaucoup plus mixtes, ça apporte, je trouve, plus de créativité, plus de chances de faire aboutir les sujets, ce qui est un vrai sujet de création de valeur. Et en termes de projet et en termes de progrès social, on évoquait le fait qu'on a de vrais enjeux climatiques, transition, etc. Mais on a aussi des enjeux sur l'équité sociale dans les entreprises, l'équité CEO, le fait d'être plus juste et plus équitable dans le partage de la valeur, mais aussi des missions et des tâches dans l'entreprise, etc. Et le fait d'avoir des équipes mixtes, je pense que c'est une vraie source de progrès aussi. Donc oui, clairement, pour moi, les équipes mixtes, elles peuvent créer de la valeur, mais pas que de la valeur économique, hein. Tous les autres sujets de valeur, qu'elles soient environnementales, sociales, etc. C'est cette mixité, elle peut le favoriser, je pense, vraiment grandement. Et je voudrais ajouter, juste pour confirmer ce que vous dites, qu'il y a beaucoup de travaux, justement en sciences économiques, mais aussi en sciences de gestion, qui ont montré qu'effectivement, avec différents types de données et d'expérimentation, qu'effectivement, les équipes mixtes, dans tous les sens, hein, de genre, ethnique, avec des handicaps, sans handicap, sont effectivement des équipes souvent qui sont plus innovantes, aussi plus productives quelque part. Donc, dans tous les sens le plus large du terme. Donc, juste pour corroborer un peu ce que vous disiez dans la littérature scientifique. Voilà. Et pour préciser, Grazia, c'est même de l'ordre de 30% de performance en plus dans les entreprises quand la mixité est là. Donc, effectivement, beaucoup d'études le montrent et le prouvent de plus en plus. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Gabrielle, je te laisse choisir une autre question si tu en as zioté une. J'ai vu qu'il y en a une qui est pas encore, qui reste ouverte, c'est celle de Lucie Salokota. Mais avant, il y a une question qui a été répondue, que je trouve intéressante, et j'aimerais peut-être qu'on revienne dessus. C'était sur les pays ou régions autres que la France qui ont réalisé des progrès significatifs en termes de féminisation des métiers de l'industrie. Et sur les leçons à en tirer, Marie-Sophie, vous avez répondu que certains pays avaient jusqu'à 60% de filles dans les écoles d'ingénieurs, et j'avoue que je n'étais pas au courant, ça m'a étonné. Est-ce que peut-être en dire un petit peu plus sur l'impact que ça a pu avoir derrière, ou si c'est sur comment ils ont réussi à faire ça? En fait, on ne sait pas forcément comment ça a été réussi, et moi je le sais depuis pas longtemps. Donc le pays, je crois le pays notamment qui a le plus de femmes dans ces écoles d'ingénieurs, intuitivement, donc on est victime de nos stéréotypes. Je n'aurais pas dit ce pays-là, et je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, c'est l'Algérie par exemple. En Inde aussi, dans les filières d'engineering, il y a énormément de filles, 45%, 45-50%. Les sujets dans ces pays-là, ils sont après. C'est-à-dire que les jeunes femmes obtiennent leur diplôme, elles travaillent, mais à partir du moment où elles se marient, elles ont des enfants, c'est la culture qui reprend le pas. Pas toujours, heureusement, mais souvent qui vient un petit peu
malheureusement diminuer les chiffres que je vous annonce dans les filières d'études et qui ne se retrouvent pas après forcément dans les filières professionnelles où les femmes restent moins longtemps. Après, le comment du pourquoi, je ne le connais pas bien, je n'ai pas fait d'études ou de recherche là-dessus. Peut-être que Gratia le sait mieux. Ce que je sais, c'est que par exemple, même dans les ex-pays de l'Est, où il y a aussi toujours eu beaucoup de femmes dans l'industrie, on voyait le modèle familial, c'est-à-dire que l'usine était le pain quotidien des familles. Papa, maman allaient à l'usine travailler, ce n'est pas que les pères qui font travailler, etc. Et donc, dans la représentation vis-à-vis des enfants, ce modèle était un modèle aussi bien d'hommes-femmes, etc. Et ça s'est reproduit, c'est-à-dire que usine est souvent liée à industrie, et donc ça s'est reproduit et il n'y a pas eu les mêmes freins que ceux qu'on a par exemple encore en France. Après, sur les mécanismes, quelles leçons en tirer, comme on voit que tout revient à l'histoire et à ce que les jeunes ont vécu, les leçons à tirer, c'est effectivement d'apprendre et de montrer les rôles modèles le plus possible. Hein. D'ailleurs, il y avait une question sur les rôles modèles, c'était très intéressant. Alors, ouais, je veux juste compléter, mais ça ne relève pas d'études scientifiques, c'est plutôt de mon expérience. J'ai visité récemment un polytechnique en Italie. Donc, les polytechniques, en fait, c'est les écoles d'ingénieurs en Italie. Et ils ont effectivement un grand nombre de filles, presque 50%. Donc, la proportion des filles est très importante. Et je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais je sais qu'effectivement, il y a par contre plus globalement une augmentation des étudiants en lycée en filière scientifique. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi d'ailleurs, ce qui pose problème pour d'autres filières, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais il y a en fait il y a plus en plus d'étudiants au lycée qui veulent suivre la filière scientifique. Et donc, a peut-être effectivement eu comme conséquence une augmentation. Donc, le sujet homme-femme, m'ont dit récemment, n'existe pas effectivement, à moins à Polytechnique di Bari où j'étais, chez eux, effectivement. Voilà. Après, il y a pour corroborer un peu la discussion. Il y a l'histoire des classes préparatoires qui est typiquement franco-français et qui n'existe pas en Italie ni d'ailleurs dans aucun pays et qui effectivement est un barrage. C'est-à-dire qu'on voit que les écoles d'ingénieurs post-bac en France sont plus féminisées que celles qui sont après classe prépa. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais ça va changer puisque comme il y a une volonté gouvernementale de promouvoir plus les femmes dans les filières scientifiques, il y a aussi une incitation qui est faite aux écoles d'ingénieurs de plus ouvrir leur parcours de formation. En post-bac ? En post-bac, oui, tout à fait. D'autant voilà. Ça va dans le sens de l'histoire et puis dans le sens de… Ouais. Moi, j'ai aussi été directrice des relations internationales d'école d'ingénieurs. Quand vous vous baladez dans le monde entier, il faut expliquer la particularité franco-française qui remonte à Napoléon, que ci, que ça, etc. Il faut essayer de gommer l'arrogance française. On est les meilleurs, on a les classes prépa, parce qu'en fait, dans le monde entier, il y a des filières d'ingénieurs qui se font en post-bac ou équivalent bac et qui sont aussi bonnes et renommées que les nôtres. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, mais c'est un autre débat, ça. Exactement, exactement. Alors, Gabrielle, Louise, je crois qu'on est arrivé au terme quand même de cette émission et on vous remercie toutes et tous vraiment infiniment pour votre participation, vos contributions à cette grande réflexion qui, on l'a dit, est de plus en plus d'actualité, donc on espère qu'elle va finir par toucher ces jeunes filles le plus tôt possible et qu'elles puissent susciter en tout cas un intérêt plus certain vers ces filières techniques et scientifiques pour qu'on les retrouve, nous, dans nos écoles et vous, dans vos entreprises. C'est ça un petit peu le challenge. Mais bon, voilà, on est motivés. Je pense que chacune de nous, dans nos organisations, c'est ce à quoi on s'emploie. Donc, je pense qu'avec le temps, on va finir par y arriver. Donc, un grand merci pour vos contributions. Avant de conclure, je voulais aussi inviter nos internautes à notre prochaine édition qui ne sera pas au mois de juillet-août parce que là, ce seront nos étudiants qui seront aux commandes à 100% pour nous faire de jolies vidéos pour vraiment alimenter un petit peu ces lives d'une autre manière. Et nous tous, on se retrouvera donc le 21 septembre prochain avec, là, on va revenir à un sujet plus techno,
puisque ce sera sur la résilience des chaînes d'approvisionnement face aux disruptions. Comment s'adapter? C'est un sujet donc sur la supply chain et la logistique, très important depuis en plus les crises que nous avons traversées. Donc, on a vu à quel point c'était important et je pense que dans les entreprises, c'est un vrai sujet. Donc, voilà, rendez-vous au mois de septembre pour cela. Et puis sinon, pour les autres, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. N'oubliez pas, demain, 23 juin, c'est Louise. Tu y tenais particulièrement. C'est la journée de la femme ingénieure, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à y diffuser le replay de ce live autour de vous. Voilà, un replay qui sera normalement disponible dès demain. En tout cas, vous serez tous avertis de ce lien vers le replay. Merci beaucoup, très très bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.